Laurent Roland, Tony Kess, bonjour. Ahmed Arikwa, bonjour. Amis téléspectateurs Internet, bonjour. Bienvenue. Merci. Laurent, on démarre par le grand regard. Les premiers seront les derniers. Les derniers seront les premiers. Oui, bien évidemment. Le grand regard. C'est pas nous qui l'avons dit. Mais non, c'est pas nous qui l'avons dit. C'est biblique quand même. C'est biblique tout ça. Et on a fini par le grand regard. Maintenant, Est-ce que vous connaissez le verset biblique qui le dit? Non, je suis pas. Enfin, non, je connais pas. Vous voulez nous aider peut-être à le savoir? Bon, je vous en renvoie à votre Bible d'abord. Après, vous revenez et puis je vous fais le test. Qu'est-ce que vous en savez? Est-ce que vous savez si j'ai une Bible ou pas? Ah non, je n'ai pas dit que vous n'avez pas de Bible. Ben ouais, vous dites, vous me renvoyez à ma Bible. Vous me renvoyez à la Bible peut-être, mais pas à ma Bible, parce que je pourrais ne pas en avoir. Ah ok, d'accord. Bon, je vous en offrirai une là. J'en ai là à la maison. Je suis Ahmed quand même. Oh d'accord, ok. Bon, je vous donne je vais vous offrir une Bible. Je suis musulman, ou je suis censé être musulman. Musulman, non pratiquant. Allez, on démarre. Le grand regard, Laurent, ce matin. Silence de l'UPR, BR, Moël Bénin et RN autour du code électoral. Confiance aux électeurs ou à l'appareil électoral? C'est une bonne question que pose le grand regard ce matin, parce que quand on regarde un peu l'actualité politique, notamment liée à la révision du code électoral, on a vu qu'il y a la Cour constitutionnelle va se pencher sur le dossier. On a vu également que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples se penchera également sur le dossier. Et donc, quand on regarde tout ça et qu'on observe un silence radio du côté, je dirais, des partis de la mouvance présidentielle, c'est vrai qu'on ne dira pas un silence radio à 100%. Parce qu'on les a quand même vus monter au créneau. Non, non, on a vu deux monter au créneau. On a vu deux partis monter au créneau. Lesquels? On a vu le Moël Bénin monter au créneau, sortir en tout cas, et prendre la parole à un moment donné pour évoquer un certain nombre d'aspects qu'il faut revoir dans le code électoral. Je crois qu'on avait reçu ensemble même un représentant du Moël Bénin ici, on avait évoqué aussi avec lui. Et puis on a vu Renaissance nationale. Voilà, Renaissance nationale aussi qui à un moment donné aussi a émis plus ou moins des réserves pour dire attention, il faut que peut-être s'il y a possibilité de revoir. Donc je ne dirais pas qu'il y a silence radio au niveau de toutes les forces politiques. Seulement. Et même au niveau des autres blocs. Alors oui, peut-être qu'il n'y a pas de réserve émise, mais il n'y a pas de silence non plus. Non, il y a de silence. Il y a de silence parce que... Qu'est-ce que vous mettez dans le silence? Quand je dis silence... Parce qu'on n'est pas contre? C'est parce qu'on n'est pas contre quand... je ne dis pas contre... Que vous parlez de silence? Non, je ne dis pas qu'il faut être contre. Je dis qu'il y a des dispositions sur lesquelles tout le monde, en tout cas la grande partie, dit aujourd'hui qu'il faut revoir ces dispositions parce que ça ne nous arrange pas, en tout cas en allant aux élections, ça peut être source de troubles. Et donc, quand on regarde ça, et puis on voit, c'est parce que le silence, même si le Bloc républicain et l'Union progressiste, le renouveau se taisaient et ne parlaient pas, ça ne devait pas étonner parce que ces deux formations sont majoritaires à l'Assemblée nationale et ont contribué à voter majoritairement pour voter pour ce code d'électoral. Donc, en réalité, le silence observé du côté de ces deux formations ne devait pas surprendre. Seulement qu'il faut leur faire rappeler que, écoutez, plus fort aujourd'hui, on peut devenir faible demain. Donc, ce code électoral en l'état qui veut être appliqué peut-être pour les élections générales de 2026, il se peut que ça se retourne contre eux. Il se peut, je dis, parce que c'est vrai que la question du journal Le Grand Regard, c'est confiance aux électeurs ou bien ou à l'appareil électoral. Tout le monde sait que depuis 2019, les gens ont plus ou moins fait confiance à l'appareil électoral. Quand on regarde 2019 avec les fautes mineures, les fautes je ne sais quoi, quand on se réfère au certificat de conformité, quand on se réfère à un certain nombre de dispositions, notamment le quitus fiscal, c'est vrai, je pense, je le dis, on doit payer ses impôts quand on est citoyen et quand on aspire à diriger, on doit être réglo avec le fisc. Mais pour autant, on a vu que quand bien même des gens étaient en règle, ça a été un élément politique qu'on a utilisé contre ces personnes. Et donc, c'est autant de choses sur lesquelles les partis de la mouvance peut-être peuvent continuer à compter et espérer que, bon, oui, avec cette disposition à un moment donné, parce que ne soyez pas surpris qu'on nous amène encore un autre certificat, peut-être, je n'en sais rien, mais il se peut que ça peut arriver, ça arrive, ça peut arriver. Donc, parce que celui que nous avons face, le maître à jouer de l'équipe gouvernementale, en tout cas de la mouvance présidentielle, ne dort pas. En tout cas, comme le dirait l'autre artiste de parcours, le président Django, donc il ne somnole pas, donc il ne dort pas. Tout le temps, il est en réflexion permanente pour savoir comment coincer ses adversaires politiques. Donc, sur ce coup,
peut-être que ces formations comptent sur l'appareil électoral, ou bien, parce que si ce n'est que le peuple, quand on regarde les taux de participation des différentes élections de 2019 à 2023, je ne pense pas qu'il faut continuer, qu'ils continuent à compter sur ce peuple s'ils ne changent pas les choses et s'ils ne revoient pas leur copie. Wait-and-see, organisation des élections générales de 2026 au Bénin. Oro écrit Laurent ce matin. Face à cette première expérience, les institutions en charge aussi à-t-elles On parle toujours des élections. Oui, je crois que c'est une première expérience qu'on aura au Bénin, comme c'est dit, mais évidemment, c'est une première expérience et nous avons le devoir, en tout cas à tous les niveaux, de nous préparer et d'éviter ce qui pourrait amener des troubles, ce qui pouvait amener des conflits, des crises dans nos localités, parce qu'on parle d'élection générale et c'est une première dans notre pays, en tout cas dans la vie politique de notre pays. Et une fausse note pourrait tout remettre en cause. Et c'est à ce niveau qu'il faut interpeller le Conseil électoral, il faut interpeller, comment vous appelez, la Cour constitutionnelle, la Cour suprême, les institutions et même le ministère de l'Intérieur, pour leur rappeler que oui, en tout cas ceux qui sont là sont arrivés au pouvoir dans la paix et doivent travailler à ce que s'ils doivent partir, qu'ils partent dans la paix. Et s'il doit y avoir de continuité, qu'il y ait de continuité dans la paix. C'est très important. 3 dossiers à l'ordre du jour. Laurent Roland Tonnequez, 3e session extraordinaire 2024 à l'Assemblée nationale. Oui. On parle notamment du vote par rapport aux conseillers, enfin aux représentants de l'Assemblée nationale au niveau du Conseil économique et social. Oui, bon, on attend de voir comment ça va se passer. C'est vrai que le Conseil économique et social, le pouvoir en place avait voulu supprimer cette institution. Bon, malheureusement, en tout cas, heureusement pour les différents acteurs, ça n'a pas été supprimé, mais ça a été revu. Ça a été revu au point où on a, en tout cas, enlevé les représentants des syndicats également. Donc, on attend de voir ce que l'Assemblée nationale va envoyer là-bas pour représenter, puisqu'ils sont représentants du peuple, on attend de voir ceux qui vont envoyer pour représenter le peuple également. Parce que le Conseil économique et social, qu'on le veuille ou non, ça dit c'est une institution. Bon, à première vue, on peut dire que c'est une institution budgétivore, mais au-delà, parce que les différents acteurs de la vie sociale sont représentés. Et donc, les différents projets qu'on a envie de mettre en œuvre pour le peuple, on doit pouvoir soumettre ça au Conseil économique et social, qui donne son avis et essaie d'apporter des amendements ou des corrections, s'il le faut, dans l'intérêt du peuple. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il faut mettre des gens qui ont vraiment la tête sur les épaules et qui connaissent les véritables problèmes des populations. Allez, on reste au Parlement. Introduction du projet de loi sur la chefferie traditionnelle au Parlement, justement, écrit le quotidien Fraternité. Urgence de vulgariser le test. Oui, il faut vulgariser le test. Pour que ceux qui sont rois autoproclamés, roitelets, commencent par ranger leurs effets. C'est très important. Parce que si on ne vulgarise pas, les gens vont continuer à foutre le bordel dans notre système culturel ou culturel au Bénin. Il y a des gens qui sont conscients de ce qu'ils ne sont que des rois autoproclamés ou des rois telets. Il faut véritablement vulgariser ce test et maintenant rendre public les royaumes authentiques qu'on a pu dénombrer au Bénin pour faire comprendre aux autres qu'ils n'ont pas d'autre choix que de ranger et de nous faire de la place, en tout cas permettre à ce que les rois authentiques continuent à régner. C'est très important. Donc oui, le plus souvent, on voit que des tests sont votés à l'Assemblée nationale. Malheureusement, les tests ne sont pas vulgarisés. Les représentants du peuple nous avons dit, mais malheureusement, combien parmi eux vont faire le peuple face au peuple pour expliquer les lois qu'ils ont votées. C'est aussi quand même bizarre hein, quand on est des gens à l'Assemblée nationale qui se disent représentants du peuple et peut-être pendant 3 ans, vous voyez, ils ont été élus en 2023. Il y a des gens qui ne seront jamais face au peuple jusqu'en 2026. Et c'est en 2026, la veille, 2 mois ou 3 mois avant les élections, que vous allez les voir sur le terrain très actifs. Il faut... pour faire le point. Oui, pour faire le point de tout ce qui a été fait. Quand vous votez une loi, vous avez l'obligation d'aller vers vos électeurs pour leur expliquer comment vous appelez, pourquoi vous avez voté cette loi et quelles sont les forces de cette loi. C'est très important parce qu'il y a tellement de lois. On a parlé de la 8e législature où ils ont voté tellement de lois, plus de 1000 lois, mais combien de ces lois ont été vulgarisées?
si on fait le point, nous étions là quand on a voté la loi sur les retraites d'office, je ne sais quoi, mais même les gens des forces de défense et de sécurité n'étaient pas pour autant informés de cette loi. Il lui fallu qu'on prenne une décision pour mettre les gens à la retraite, pour que tout le monde commence à sortir, courir pour voir qu'en réalité, il y a une loi comme ça qui a été votée. Donc, il y a aussi d'autres dispositions dans d'autres lois comme ça qui peuvent à tout moment être mises en œuvre et puis ça peut surprendre beaucoup de citoyens. Bon, maintenant aussi, il faut dire aussi que c'est aussi notre rôle en tant que journaliste. C'est vrai que, bon, il y a des lois. Moi, j'ai tenté d'avoir des lois qui ont été votées récemment pour avoir des documents pour comprendre. Mais on m'a dit, bon, d'attendre. Bon, il y a aussi ce problème-là. Il faut que nous puissions travailler à cela, vulgariser les tests pour que les gens comprennent clairement les contenus de ces lois votées. Quitte à parler de chefferie traditionnelle, intéressons-nous également aux confessions religieuses, cadre de concertation des confessions religieuses. Laurent Roland Tononiquet, Matin Libre nous apprend ce matin que l'UIB se retire. Oui, le cadre de concertation des confessions religieuses, vous vous rappelez que ça a été créé, en tout cas, ça a été plus actif sous Boniaï, avec un certain pasteur Alopo, un certain nombre de personnes. Donc, en quoi est-ce que ça a été utile pour les confessions religieuses? C'est à eux de venir répondre. C'est vrai qu'on savait que beaucoup d'agents circulaient à l'époque. Hein. Bah, appelons les choses, disons les choses clairement, l'agent avait beaucoup circulé. Mais depuis que Patrice Talon est là, est-ce que l'agent circule à ce niveau? Pas évident. Mais il faut aussi dire une chose, c'est un cas de concertation. Et dans la concertation, qu'est-ce qu'ils apportent? Qu'est-ce qu'ils proposent au peuple? Posons des vraies questions. Est-ce que ce n'est pas un cadre qui est devenu aujourd'hui un instrument politique? Peut-être, pourquoi pas? Parce qu'on a tendance, on comprend que l'un des membres actifs de ce cadre de concertation est devenu pratiquement un acteur politique qui parfois faut se prononcer sur tous les sujets politiques et remettre en cause ou critiquer ou je ne sais quoi. Bon, c'est son droit. Mais j'estime qu'un cadre de concertation doit rester un cadre de concertation pour proposer plutôt que des membres. Tous les membres qui souhaitent devenir politiques doivent pouvoir sortir des rangs du cadre de concertation, aller faire la politique et permettre à ceux qui veulent réfléchir développement, paix, unité, en tout cas solidarité, de travailler dans ce cadre de concertation. Et donc si l'UIB se retire, peut-être que l'UIB, c'est l'Union islamique du Bénin. Et si, voilà, donc si l'Union islamique du Bénin se retire, c'est peut-être que pour des raisons précises. Cherchons peut-être à savoir pourquoi l'UIB est parti, mais n'oubliez pas que sur la question du code électoral, par exemple, les confessions religieuses ne s'entendent pas. On a pu voir que l'Union islamique du Bénin a donné sa position. Après, on a pu voir une messe organisée, pardon, une prière organisée à Parakou, où un groupe disait, voilà, manipulé, disait soutenir ce code électoral. On a pu voir par la suite comment le professeur Roumanou, j'oublie son prénom, le psychologue, je ne sais pas si vous vous rappelez son prénom, Roumanou, et qui aussi, à un moment donné, est monté au créneau avec d'autres courants religieux pour dénoncer, pour donner son soutien au pouvoir en place. On a pu voir comment ça se passe. Et donc, déjà, dans ce méli-mélo, on comprend clairement que les gens ne s'entendent plus. Il y a un peu de pagaille, peut-être, au sein de ce cadre. Oui. Donc, on attend de voir quelle sera la suite. Ce qui est sûr, l'UIB ne fait donc plus partie de ce cadre de concertation et le président de l'UIB étant président, si je ne m'abuse, du fameux cadre, il a également donc démissionné de son poste de président. Oui, c'est on a pu voir cette lettre, mais dans la lettre, il explique un peu, voilà, puisque l'UIB est sorti. Il est tout à fait normal qu'en tant que représentant, il puisse donc quitter le bureau. Et après, ce qu'il en est réellement des raisons pour lesquelles l'UIB est sorti, bon, on l'a pas encore. On peut revenir sur ça jeudi, pourquoi pas. Mais de toute façon, c'est déjà sage de la part du président, parce que si son association ou son groupe quitte le cadre, c'est normal qu'il démissionne. D'autres acteurs ne feraient peut-être pas la même chose. Hein. Par incohérence, justement. Voilà. Par incohérence, ne ferait pas la même chose. Parce que pour être totalement cohérent, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Oui. On reste avec le quotidien Matin Libre, Laurent Roland Tononiquet, pour aborder ce sujet. DGI Gates écrit le quotidien de 2019, silence inquiétant sur la disparition de 13 milliards.
Voilà l'un des mystères. Bon, je vois aussi mystère à la vue du journal. Oui, mystère autour de deux autres présumés ravisseurs. Bon, bref, les deux qu'on n'a pas pu détecter. Identifier jusque-là. Deux Togolais, selon... Bon, les Cagoulés, on ne les reconnaît pas. Deux jeunes Togolais cagoulés, selon les propos des deux messieurs qui ont été condamnés récemment. Oui, c'est ce qu'ils peuvent dire. Oui. Deux jeunes Togolais cagoulés. Ils ont dit ce qu'ils peuvent dire. Bon, c'est pas ça qui nous intéresse. Vous remettez en doute, enfin vous doutez de leurs propos, vous remettez en cause le... Je ne remets pas en cause ce que la justice a fait, mais j'ai le droit de... devant le juge... Ah mais n'arrive pas, j'ai le droit. Après avoir levé la main, juré de dire toute la vérité la vérité. Bof. Vous savez combien de délinquants vont dire je jure, de dire la vérité devant le juge et disent rien que des contre-vérités? D'accord. Bon, c'est pas une raison, pardon. Allez, DG Gates. J'ai le droit de remettre en cause ce qu'ils ont dit devant le juge. Oui, c'est votre droit. C'est votre droit. Absolu. Bon, voilà. Alors, DG Gates, oui, Carlos Adorano, le fameux, notre compatriote, qui aurait réussi à soustraire 13 ou 14 milliards, après notre 4 milliards, 12 milliards, 14 milliards, 16 milliards. Et puis le gars se retrouve en prison, silence radio. Je vais bien voir les communicants du gouvernement venir justifier cet état de choses quand on sait qu'on dit que oui, on lutte. Le jeune, quand il a été chopé au Sénégal, aurait fait des déclarations en citant certains supérieurs qu'il aurait promis de lui acheter de maison à Dubaï. Il a cité. Et à l'époque, on disait que si l'affaire là devrait éclater, on devait dire toute la vérité, que les têtes, de grosses têtes de l'appareil d'État allaient tomber. Et donc, après, quand on a dit ça, je remercie au passage nos confrères, et notamment notre aîné Adrien Tinkwato de Le Potentiel, qui a suivi de près ce dossier, qui nous a permis de mieux comprendre. Malheureusement, le gars est jeté en prison, silence radio, on ne parle de rien. Et je crains qu'un jour, qu'on dise insuffisance de preuves et qu'on le relâche. Parce que le maintenir en prison et s'il doit dire toutes les vérités, des gros bonnets de la République peuvent tomber. Et c'est un mystère en tout cas autour de cette affaire. Ce n'est pas que parce qu'on a pu citer le philanthrope Salanon, qui était philanthrope des artistes et qui vivait dans le bling-bling également, qui est en prison également, qui ferait office de comment vous appelez, charlatan ou gourou du jeune Akayos Adarwana avec un de ses parents. Lui aussi est en prison. On a dit qu'on a saisi que c'était ses biens. Mais après, c'est une radio. Pas de procès, pas de condamnation. Attendez, je me pose la question, combien de temps est-ce qu'il faut faire pour comprendre ce dossier alors qu'on prend assez peu de temps? Le temps de la justice n'est pas le temps des hommes. La justice prend son temps pour mener ses investigations. Ok. Puis un beau jour, vous aurez certainement les résultats. Nous sommes, vous savez, cette affaire, c'est quand même bizarre. Je veux bien interpeller la justice béninoise. Aidez-nous à comprendre clair dans ce dossier au plus vite. Parce qu'on sait très bien que la criette évolue très vite. Hein. Quand la criette veut travailler, veut se pencher sur votre cas, c'est 24 heures, on comprend, on se penche sur votre cas. Oui, quand on a les moyens. Quand on a les infos. Ah donc la criette n'a pas les moyens aujourd'hui sur ce dossier? Pas moyen, j'entends des informations, On a dit, quelqu'un a défoncé le caveau de la direction des impôts et vous dites que là, il faut prendre combien d'années pour clairer? Si on n'a pas les bonnes informations, on n'a pas la bonne source d'information. Qu'est-ce qu'on fait des déclarations faites par les jeunes? On ne peut pas s'en tenir qu'à ces déclarations. Allez, on ne va pas faire le travail de la justice. Je ne fais pas le travail de la justice. Mais en fait, ce matin, parlons de notre mystère rapidement. Je voudrais interpeller le procureur spécial de la Créateur qu'il nous aide à comprendre le plus vite ce dossier-là, parce que c'est quand même pas bien. Vous avez raison de le dire. Ce sont nos sous. Oui. C'est normal que le citoyen puisse se poser des questions par rapport Il ne faut pas qu'on le laisse en prison qu'après, qu'on dise que bon, insuffisance de preuves et qu'après on le sorte. On sait comment ça évolue parfois. Le flou aussi, peut-être souhaiteriez vous dire un mot par rapport donc à ce dossier, mystère autour des deux autres présumés ravisseurs, kidnapping de Steve Amoussou à Lomé. J'ai déjà dit que j'ai le droit de remettre en cause ce que les deux autres ont dit devant le juge. Ils ont dit que c'était les Togolais. Oui, deux jeunes Togolais, cagoulés. Et qui sont venus au Bénin avec eux et Steve Amoussou.
Il n'est pas interdit aux Togolais de venir au Bénin, Laurent. Bon. D'ailleurs, sur le sujet, je ne sais pas si hier, vous avez fait attention, un quotidien s'interrogeait normalement par rapport au sort réservé à l'esthéticienne béninoise qui serait enfermée de l'autre côté. Dans l'affaire. Et les jeunes émigrants également. Les émigrants, mais lui, il est Togolais. Il est Togolais. Lui, il est Togolais. Oui, mais intéressons-nous à la béninoise, citée dans l'affaire, qui serait donc... c'est pour ça que je dis que... Enfermé. C'est pourquoi je dis que Wanilo et les deux autres condamnés ne sont pas encore sortis de l'auberge. Parce que pour juger les deux autres au Togo, on doit pouvoir aussi les écouter aussi, et donc ils doivent pouvoir se mettre à la discussion de la justice togolaise. Parce que c'est la dame qui aurait cité les noms. Si la dame a cité les noms, et qu'on dit qu'ils ont mangé dans des restaurants au Togo, qu'ils ont eu à rencontrer des gens et que la dame en est arrivée à citer des noms, cela suppose qu'en réalité, c'est à eux maintenant de se mettre à la discussion de la justice. De la même manière, ils se sont mis à la discussion de la justice béninoise sans crainte au point où Wanilo a été innocenté. Je crois que oui, Wanilo, ayant conscience de ce qu'il ne se reproche rien, peut se mettre à la discussion de la justice togolaise. Et devant la dame, on verra si... La dame, il pourra tenir devant la dame pour dire oui, écoutez, madame, vous mentez, vous dites n'importe quoi, je n'étais pas, vous m'avez jamais vu au Togo. On verra. Il faut confronter les déclarations. Donc c'est ça le problème. Ça veut dire que on n'a pas encore fini ce dossier. Peut-être après, la dame peut être jugée pour complicité là-bas et le jeune également. Mais la condamnation peut attendre les Béninois qui ont été impliqués dans le dossier à tout moment. À mot de la rentrée, la pré-rentrée 2024-2025, Fraternité écrit à ce sujet l'heure des réglages. La plateforme EducMaster pour les transferts en maintenance, les aléas du numérique, la discipline à l'école, conditions de base pour un bon cadre d'éducation. Oui, bon, j'avoue que pour les plateformes EducMaster, ça rend beaucoup service aujourd'hui. C'est vrai qu'avant, en notre temps, quand on redouble le 4e quelque part, on va faire 3 ans. Mais malheureusement, ici, aujourd'hui, quand vous finissez, au fur et à mesure que vous évoluez, on reporte les notes. Donc, vous ne pouvez plus magouiller parce que tout est déjà sur la plateforme et c'est difficile. Donc, oui, aujourd'hui, si ça, c'est à la veille de la rentrée, c'est normal. Oui, il faut faire la maintenance parce que si vous ne faites pas la maintenance, vous pouvez être lâché à tout moment. Maintenant, il lui fallait peut-être le faire un peu plus tôt. Oui, pourquoi pas, parce que c'est la période des transferts. Des transferts, oui, je sais. Mais il faut aussi dire que est-ce qu'il y avait assez de temps? Parce que il faut voir, les enfants sont allés en vacances pratiquement en juillet. Il fallait régler certains détails, faire le point, août, et puis on est déjà en septembre. Donc, c'est vrai, mais je crois qu'il faut trouver la formule. Il faut mieux s'organiser prochainement. Voilà. Donc, c'est normal que ça... Parce que là, j'ai été dans une école hier, j'ai vu les parents amener les fiches de transfert. Bien, après ça, il faut vraiment aller inscrire ça sur les plateformes. Autant de choses, c'est difficile. Bon, espérons que le plus vite possible, ce soit réglé. La question de la discipline, justement, au niveau de chaque acteur. Oui. Du milieu. Oui, il faut vraiment de la discipline de la part des enseignants, parce que les enseignants doivent pouvoir montrer le bon exemple aux apprenants, mais il faut aussi que les enfants aussi fassent preuve de discipline. Bon, c'est vrai que ça ne manque pas quelques pagailleurs. Bon. Oui, faut parler en connaissance de cause. Non, mais j'avoue que j'ai été un gros pagailleur. Il faut rappeler de vos années sur les bancs. Oui, j'ai été... Devrais-je dire de vos faits d'armes? Non, j'ai été un grand pagailleur, mais travailleur. Parce que le premier emploi que j'ai eu dans ma vie après le bac, ça a été l'œuvre de mon professeur d'espagnol, qui m'a proposé à son mari qui travaillait à l'époque à l'INSAE, et qui a dit, mais ce jeune-là, il travaille très bien, mais c'est un pagailleur. Il travaille bien. Mais donc, du coup, après, fait quelques enquêtes sur le terrain. Oui, voilà. Et ça m'a permis de gagner quand même quelques 150 000 pendant 2 mois. Donc, j'avoue que... Quand on est jeune étudiant ou élève... Voilà. Oui. Et donc, la pagaille, d'accord, mais pas pagaille pour manquer de respect aux enseignants. En tout cas, amuser la galerie et puis animer les salles parfois. C'est ça. Mais il faut travailler. Donc, je rappelle aux enfants que un peu de distraction, c'est pas mauvais, mais il faut travailler. Il faut vraiment travailler parce que quand on travaille, il y a toujours quelqu'un qui peut vous recommander quelque part. Donc, les enfants doivent faire preuve de discipline, respecter les enseignants, respecter les enseignants sérieusement, parce que je raconterai l'histoire de ce camarade de classe qui manquait de respect à notre professeur d'histoire géo. Et puis, au bac, il avait eu 11 de moyenne. Mais il avait eu, je crois, son temps 0 en mathématiques, il a échoué. Et parce qu'un des professeurs lui disait, tu n'auras pas le bac cette année.
parce que le professeur était très en colère le jour-là. Je n'ai jamais vu la dame, en fait, c'est une dame. C'est une dame Je ne l'ai jamais vue dans ces états, mais le jour, elle était tellement en colère, elle dit, ok, d'accord, on verra bien. Si à la fin de l'année, tu pourras décrocher. Mais il a eu, au moment où on avait les 10 de moyenne, il avait eu, lui, 11 de moyenne. Mais on ne sait pas comment il a échoué. Donc, vous imaginez, donc, pour vous dire clairement, moi, Pierre, vous imaginez, moi qui ne connaissais mon épreuve de mathématiques, je ne savais pas ce que j'écrivais, j'avoue. Vous avez réussi à avoir Il y a eu deux. Ben voilà. Donc j'ai réécrit parfois les questions et je réécrivais les formules sur la feuille seulement, sans rien comprendre. Donc pour vous dire quoi, aux enfants qui vous suivent, parce que pas un exemple. Un enseignant peut s'énerver, vous parler, ça peut vous suivre. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc en fait, il faut faire trop de discipline. Maintenant, les parents qui vont crier sur les enseignants dans les écoles, les enseignants ne sont pas vos enfants. Et si vous étiez aussi fort, vous pourriez garder vos enfants à l'école, à la maison, les enseigner. Celui qui fait le sacrifice, qui enseigne vos enfants à l'école, même si votre enfant vient vous faire un rapport à la maison, faites preuve de respect, de discipline pour aller lui faire des reproches. On ne va pas dans une salle de classe pour crier sur un enseignant, on ne va pas dans une école pour crier sur un directeur parce qu'on a payé 200 000 de scolarité, 300 000 de scolarité. C'est une bêtise. J'ai une école, vous faites ça, je fous l'enfant dehors avec vous, je vous retourne vos sous en pleine année scolaire. Donc j'ai dit caractériellement à ces parents qui pensent qu'avoir l'argent, c'est avoir le laisser passer pour faire tout ce qu'on veut dans les écoles et aller manquer de respect aux enseignants, aux promoteurs d'école. Il faut arrêter ça et très vite. Si un parent vous fait ça, faites l'effort de lui retourner l'argent de la scolarité et foutez l'enfant et lui et le parent dehors. Parce que c'est pas... Oui, le parent qui crie sur l'enseignant ou le promoteur devant son enfant, l'enfant va grandir et commencer par... Mais d'ailleurs, l'enfant ne va pas plus respecter les enseignants dans l'école. C'est plus évident. Évident. Donc, on ne prépare quelqu'un, un autre indiscipliné dans la nation. Il faut corriger tout ça. J'estime qu'un enfant qui vous fait un rapport, vous venez calmement, vous demandez à vous asseoir avec le promoteur, les enseignants. Et sans l'enfant, l'enfant vient faire son rapport devant vous et vous le sortez de la salle. Vous discutez avec vous parlez entre adultes. Allez, cette bonne nouvelle en tout cas, dans le cadre de la rentrée scolaire 2024-2025, les cantines fonctionnelles dès le 16 septembre. C'est scolaire. Oui, c'est une bonne nouvelle. Dès le premier jour de la rentrée, les cantines scolaires seront disponibles. J'avoue que oui, les enfants à l'école. C'est très intéressant. Parce que les premiers qui iront à l'école, ceux qui iront à l'école pour la première fois le lundi, s'ils sont maintenus à l'école avec la nourriture, je crois que le lendemain, ils vont revenir. C'est ça. Mais si le lundi, mardi, il n'y a pas cantine, il faut que ce soit, qu'on vérifie, pour que ce soit vraiment effectif. Dans toutes les communes, parce qu'il y a des communes, si ce n'est pas effectif, les enfants vont venir le lundi, mardi, mercredi, ici, ils n'ont rien. Ils ne vont plus revenir. Vous allez les retrouver au champ, parce qu'au champ, il y a de l'igname à mettre dans le feu, il y a du manioc à mettre dans le feu, et donc ils ne vont plus revenir. La preuve, c'est justement ce qui justifie le fait que les cantines scolaires, c'est une bonne chose, parce que l'enfant vient à l'école le matin, il travaille jusqu'à 10 h, il n'a pas de quoi manger, il doit courir au champ pour aller voir les parents. Parfois, ils ne reviennent plus. Non, oui, il va au champ, il y a l'igname là, un peu d'huile rouge et du sel là. Un peu de maïs. Il mange, et puis après, il peut dormir ou bien il peut dire... Parce que déjà, ce que l'enseignant dit là-bas, là, ne l'intéresse pas trop. Il dit à papa, bon, je veux ça avec toi, et puis ça... Le monsieur aussi a besoin de main-d'œuvre. Il fait comment? Il garde l'enfant. Donc, si la nourriture doit être disponible, il faut vraiment quand même féliciter le gouvernement pour cet effort. Mais, attention, il faut les féliciter. Vous savez, chez moi, il y a souvent il y a toujours un mais, je m'y attendais. Ça aurait été trop beau. Il faut veiller. Oui, mais écoutez, je ne suis pas là. Je ne suis pas un propagandiste. Je le dis clairement. Mais j'apprécie. À la bonne gestion des j'apprécie à justice ce qui est fait, mais il faut veiller sur la qualité des repas, servis aux enfants. Parce qu'on a pu voir des images circuler l'année dernière, vous en savez quelque chose. Il ne faut plus qu'on ait ces images. Il faut qu'on s'assure de donner le minimum aux écoles pour que les enfants mangent, en tout cas, des mets de qualité, quoi. Voilà. Des repas de qualité, et puis veiller à la bonne gestion aussi des vivres mis à disposition, parce qu'il n'y a pas d'année qui passe sans qu'on entende dire que oui, tel directeur, telle directrice à subtiliser tel litre d'huile, telle quantité de maïs, telle quantité de riz, ainsi de suite. On finit maintenant, Laurent, par le grand jury, jeu de hasard au Bénin, un secteur qui occupe les jeunes sans espoir. Malheureusement. Et je crois que les jeux de hasard au Bénin également, aujourd'hui, c'est source de beaucoup de problèmes dans la société béninoise aujourd'hui. Où il y a beaucoup de émigrants s'attrouper dans les centres de l'auto. Ils misent, il y a le tout chaud, je sais quoi, il y a beaucoup de noms, ils misent.
à Trénap. Vous avez joué ça une fois, pas moi? Non, non, même pas. Jamais, jamais. En fait, je crois que j'ai des... enfin, c'est rattaché à une histoire que je vous raconterai peut-être plus tard. D'accord. Alors donc, beaucoup de zèmes sont dedans. Je connais une dame dans ma rue. Il y avait un centre comme ça. Elle vient dans le centre au moins 2 ou 3 fois par jour. Wow, une dame. Oui. Bon, fort heureusement, après, j'ai vu maintenant qu'elle a commencé un commerce avec des plastiques. Certainement, elle a gagné un gros lot. Peut-être. Donc, elle se promène avec des plastiques. Et chaque jour, je vois que ça augmente un peu sur sa tête. C'est tellement que ça lui a permis de gagner. Vous voyez que peut-être que voilà. 600 comme il gagne. Certains arrivent à trouver leur salut au travers de cela. Oui, mais ceux qui gagnent, c'est pas grand. C'est pas un grand nombre. Et puis, il y a beaucoup de personnes qui sacrifient les ressources de leur famille pour ça. Ben oui, ben oui. Et les femmes et enfants à la maison. Et il y en a qui perdent leur boulot à cause de cette pratique. Il y a ceux qui prennent l'argent du boulot pour aller miser 300 000, 500 000 sur OneXBet. Bon, je ne fais pas de la publicité. Il y a ceux qui, à cette veille de la rentrée scolaire, se retrouvent en difficulté parce qu'entre-temps, ils ont pris l'argent qui était censé acheter les fournitures des enfants ou payer la scolarité pour aller les miser. Vous imaginez que donc les gens ont perdu cet argent et aujourd'hui sont dans toute la difficulté. Combien de personnes ont misé sur un match nul entre le Bénin et le Nigeria? Parce que le Bénin avait battu le Nigeria, justement. Et qui ont perdu les sous comme ça. Victoire du Bénin ou match nul? Ou match nul. Et finalement, c'est pitié, quoi. Donc non, plus sérieusement, je crois que il faut... C'est vrai que ça permet à la Loterie nationale du bien de faire de l'argent, de faire des devises, d'avoir du bénéfice. Mais bon, écoutez, on disait les lots gagnant le bénéfice à la nation. Bon, de plus en plus, je ne sens plus ça. Mais j'estime véritablement qu'il faut revoir le mode des jeux de hasard. Ce n'est pas que la Loterie nationale du Bénin, il y a les machines à sous. Il y a les... Parce que tous nos comédiens aujourd'hui, en tout cas nos web comédiens, ont un code promo qui met en valeur. Sur les plateformes. Oui, n'importe quel web comédien, maintenant, quand il finit ou bien dans sa vidéo, vous allez voir toujours mon code promo de 100% de bénéfices. Bref. Mais est-ce que les 200% de bénéfices qu'on vous donne en réalité, ça vous sert ou bien ça vous dessert? C'est autant de choses. Je crois qu'il faut trouver la formule pour encadrer tout ceci, pour éviter les tristes sorts à certains citoyens. Merci à vous, Laurent Roland.